Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de nous rejoindre pour ce troisième épisode des Pépites Vertes. Moi c'est toujours Claire Leclerc et je suis toujours aussi contente de vous accueillir sur l'émission Les Pépites Vertes qui donne la parole aux jeunes engagés professionnellement dans la transition pour vous aider à trouver vous-même votre voie et vous rendre compte de toutes les carrières qui existent aujourd'hui quand on veut avoir un impact positif sur la planète. Aujourd'hui, on aborde de nouveaux sujets avec une nouvelle pépite. Jasser, je suis très contente de t'accueillir, bienvenue. Merci Claire, et merci pour l'invitation surtout. Merci beaucoup. Donc Jasser, avec toi, on va pouvoir aborder de nouveaux sujets, dont un dont je suis très contente de parler aujourd'hui sur la chaîne, qui est le conseil, le sujet mystique du conseil, qui pour moi a toujours été un peu un sujet, une nébuleuse. Donc on va essayer de comprendre aujourd'hui ce que c'est que le conseil. Tu travailles aussi dans la transition énergétique, donc pareil, c'est un sujet qu'on n'a pas encore abordé, donc très contente de pouvoir en parler avec toi, puisque tu as une formation ingénieur. Tu as, en dehors de toute cette carrière de conseil, plein d'autres casquettes, notamment associatives et non gouvernementales. Tu es jeune conseiller climat aux Nations Unies, tu es président de Civil Impact, et c'est ça, et cofondateur de Partie Civile. C'est ça. Waouh, c'est quand même un sport, hein. D'accueillir des gens ici, c'est un sport. C'est un donc c'est cool. Ouais, tu vois. Et donc voilà, on va pouvoir discuter tout ça ensemble, aborder donc à la fois ton parcours depuis le lycée, si on repart au lycée, aussi donc ce job qui est le conseil, en quoi ça consiste, et puis ces casquettes que tu as eu besoin de mobiliser en parallèle de ton travail, on va essayer de comprendre pourquoi. Avant de se lancer dans une discussion passionnante, je voudrais juste remercier les locaux de Matrice et l'équipe de Matrice qui nous permettent d'enregistrer aujourd'hui dans ce super lieu. Je ne sais pas si vous connaissez Matrice, c'est un peu difficile de les définir en une seule phrase, mais c'est une association qui développe des programmes qui vont permettre à des gens, soit porteurs de projets ou soit en train de construire leur projet professionnel, de s'équiper d'outils, de connaissances, de bagages, pour pouvoir rallier plusieurs choses qui sont l'innovation, la recherche, l'entrepreneuriat, mais aussi l'art. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller regarder ce qu'ils font sur Internet. Merci beaucoup. Vous savez que cette émission est organisée bénévolement sur mon temps de dodo. Du coup, je suis toujours très contente quand les gens veulent bien aider l'émission à avoir lieu. Je pense qu'on peut directement se lancer dans le cœur du sujet et on va commencer par le traditionnel clap, vous savez, c'est très important. On y va ? 1, 2, 3... Hello, moi c'est Claire. Pas mal de gens sont venus vers moi pour me poser la question, mais comment t'as trouvé ta voie ? Ce modèle-là, il va plus marcher très longtemps. On est conscient qu'on a 10 ans pour changer le monde, ça veut dire qu'on a le choix, qu'on a une responsabilité, qu'on a du pouvoir. Là, on est en train de faire nos études, qu'est-ce qu'on fait après ? C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de lancer les Pépites Vertes. Pour vous montrer toutes les opportunités qui existent aujourd'hui pour bosser dans la transition, il y a une place pour vous. C'est vrai. Bon, Jasser, on est parti, on a 18 ans. Tu as 18 ans, tu vas passer le bac. Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi les plans ? T'es où à ce moment-là ? Ouais, ça date de 2011 du coup, ça fait 9 ans que j'ai passé un bac. J'ai passé mon bac en Tunisie, l'année de la révolution en Tunisie, c'était en 2011. Donc pendant cette année-là, j'avais plein de plans de partir en France, surtout pour faire les prépas pour les grandes écoles, parce que je voulais dès le début devenir ingénieur. Ouais. Peut-être lié à la pression un peu sociale, familiale, qui veulent que leurs fils font les grandes écoles, la prépa ou médecine. Et bah, du coup, j'étais un peu peut-être programmé pour faire ça. Sauf que mes rêves tombent dans l'eau parce qu'il y a la révolution qui émerge en décembre 2010 jusqu'à janvier, février 2011. Et ben en fait, j'ai dit, c'est sûr qu'on ne va pas pouvoir partir du coup, à l'étranger pour finir nos études. Et donc, tous mes plans vont tomber dans l'eau. Donc j'ai dit, quitte à faire médecine en Tunisie pour rester ici, c'est quand même un métier sympa aussi, on va aider, on va avoir un impact, c'est cool quand on a 18 ans et quand on est adolescent. Et après mon bac, du coup, j'ai réussi à avoir une prépa française mais qui est basée en Tunisie, une prépa qui permet aussi d'avoir accès aux grandes écoles françaises d'ingénieurs. Et en fait, j'ai fait cette prépa-là, j'ai accepté de la faire, je n'étais pas très convaincu au début,
Je ne savais pas trop ce que je voulais faire. À la base, je voulais faire les sciences politiques, mais les sciences politiques, les sciences humaines ne sont pas forcément bien vues en Tunisie. Dans ce genre de pays, on est trop orienté ingénierie, sciences, médecine. Et du coup, j'ai peut-être subi cette pression-là pour faire prépa, pour pouvoir aller faire les grandes écoles après, pour devenir ingénieur. Okay. Donc voilà un petit peu ce que j'ai fait après le lycée et les plans que j'avais en tête à l'âge de 18 ans à peu près. Ok. Pour devenir ingénieur, tu as pris une école d'ingénieur plutôt spécialisée en énergie ou c'est au fur et à mesure de ton parcours que tu as choisi ce secteur de l'énergie? Vu que je suis intéressé par les sciences politiques, par la diplomatie, par la géopolitique depuis l'âge à peu près de 16 ans, et du coup j'ai dit ok, je vais devenir ingénieur, mais je vais essayer d'orienter la filière que je vais choisir, la spécialité, vers un champ qui se rapproche un petit peu des sciences politiques, des sciences humaines et de la géopolitique. Et en fait, le champ, la filière qui se rapproche le plus de ça, c'est l'énergie pour moi. Et j'étais un peu intéressé aussi par le sujet de l'énergie, par la géopolitique énergétique, surtout au Moyen-Orient, avec les questions de pétrole, de gaz, la transition énergétique, la transition écologique dont on ne parlait pas forcément en Tunisie pendant ces années-là. Même je pense en France en 2010-2011, ce n'était pas forcément le sujet de société. Mais je me souviens toujours du discours d'Obama en 2008. Je pense en 2008, j'avais 15 ans, qui parlait des smart grids, des réseaux intelligents et de la transition énergétique et comment on va intégrer les énergies renouvelables. Et je me suis intéressé à ça. Et pendant toutes les années du lycée, en fait, je me suis intéressé à l'énergie. Et j'ai essayé de faire le lien entre ma passion qui est la politique, qui est les sciences humaines et les sciences plutôt sociales, avec cet aspect un petit peu scientifique qui est lié à l'énergie. Donc dès la prépa, je voulais faire une école spécialisée en énergie. Et quand j'ai passé les concours des grandes écoles pour venir en France, en fait, j'ai préféré et j'ai priorisé plutôt les choix des écoles qui sont spécialisées en énergie. Et j'ai choisi l'école à Grenoble-IMP, qui est spécialisée en énergie, environnement et l'eau, qui est à Grenoble-IMP. Voilà. Qu'est-ce qu'on apprend en école d'ingé comme dans celle de Grenoble? Les écoles d'ingénieurs en France sont plutôt orientées techniques. Ouais. On apprend plutôt des compétences pour faire des calculs sur comment ça marche une centrale nucléaire, comment un réseau électrique marche, comment on raccorde un transformateur de courant avec un réseau électrique. C'est peut-être un peu des éléments techniques pour ceux qui nous regardent, mais en fait c'est ce qu'on apprend le plus dans les écoles d'ingé en France. Et je trouve que c'est un peu dommage. Et c'est lié aussi à la question de la prépa. En prépa ou en école d'ingénieur en France, on apprend plein de choses théoriques qui sont liées du coup à ce qui se passe sur le terrain, qui se passe vraiment dans le monde de l'entreprise, mais qui restent quand même très théoriques et finalement on n'arrive pas forcément quand on intègre l'entreprise après de pouvoir appliquer ces compétences-là d'une façon très fluide sur la réalité de l'entreprise ou la réalité du terrain. Et c'est bien comme expérience, mais je pense que ça manque un petit peu aussi l'aspect sciences humaines et sociales. En France, on conçoit le rôle d'ingénieur comme un robot qui est là pour faire des calculs, pour planifier un projet, mais il n'a pas forcément les compétences relationnelles, les compétences managériales. C'est vraiment des options en fait en école d'ingénieur et ce ne sont pas forcément des matières principales qui accompagnent la formation d'un ingénieur. Et il y a l'autre aspect, c'est plus pas la politique, mais la politique du sens large, ou l'engagement, en fait, qu'on n'apprend pas forcément en école d'ingénieur, et peut-être même en école de commerce, on n'a pas forcément cet aspect-là. Et en fait, ça c'est très dommage, parce que finalement, on crée, comme j'ai dit, un ingénieur un peu robot, qui n'a pas forcément, du coup, des appétences pour d'autres questions qui peuvent influencer son travail d'ingénieur par la suite, comme la politique, comme les politiques publiques d'une façon générale, la finance, l'économie ou les sciences sociales. Quand on traite aujourd'hui un sujet de l'énergie, par exemple, comme le nucléaire, en fait, il faut avoir en tête des questions sociales, par exemple, les questions d'acceptabilité de ces projets-là, la question des déchets et comment elles sont perçues du coup par la population. Mais ça, on ne l'apprend pas en école d'ingénieur, on ne l'apprend pas forcément du coup en école de commerce. Et je trouve que c'est un peu dommage. Et c'est un peu l'axe d'amélioration, je pense, des écoles françaises aujourd'hui en la matière. Et alors, dans ton cursus d'école d'ingénieur, est-ce que tu avais des stages à faire et aussi oui, combien ? Du coup, on avait 3 stages obligatoires. Juste pour expliquer, quand on fait la prépa à 2 ans, l'école d'ingénieur c'est 3 ans. Du coup. La première année, on est obligé de faire un stage ouvrier pour apprendre un petit peu à découvrir l'entreprise. Donc j'ai fait un stage ouvrier pur chez ST Microelectronics, dans une salle blanche de construction de micropuces électroniques. D'accord. Donc j'ai vraiment découvert en fait comment ça marche les chaînes de production. J'ai mis la main dedans pour comprendre un peu comment un ouvrier perçoit et fait son travail. En deuxième année, on fait un stage, ce qu'on appelle assistant ingénieur, et là on t'oblige de choisir un stage ou un sujet très technique où tu peux mettre en pratique du coup toutes les compétences
que tu as acquis pendant les 2 premières années d'école d'ingénieur. Et là, c'est une obligation en fait de faire un stage purement technique, purement ingénierie, pour pouvoir appliquer tout ce que tu as appris. En 3e année, pareil, on fait un stage de fin d'études de 6 mois. Et pendant ce stage-là, l'objectif, c'est de capitaliser sur tout ce que tu as appris et pour préparer ton entrée sur le marché du travail et dans le monde d'entreprise. Du coup, après, j'ai choisi de faire un stage en 3e année dans le monde du conseil parce que en 2e année, j'ai pas forcément aimé le stage que j'ai fait dans une entreprise très technique, avec des compétences très techniques, orientées calcul. Il manquait un peu l'interaction avec des clients, avec une équipe. Et ben en fait, j'ai choisi d'aller vers le conseil parce que je voulais avoir un panel plus large de missions, un panel plus large du coup d'interaction avec des clients qui viennent de backgrounds très différents et avec des entreprises avec lesquelles on travaille qui ne sont pas forcément spécialisées dans une seule spécialité ou sectorisées. Donc j'ai choisi de faire un stage dans le conseil pour pouvoir vraiment allier tous ces aspects-là et pour pouvoir avoir un profil un peu plus généraliste et découvrir tout ce que je veux faire par la suite parce que quand on a 20 ans, 22 ans, on ne sait pas trop ce qu'on veut faire. Du coup, l'objectif, c'est d'aller voir un secteur qui te permet de voir un panel très large d'expérience pour pouvoir te spécialiser et choisir ton chemin pour la suite. Il est fort, parce que là, on va pouvoir enchaîner facilement avec notre 2e partie et faire un petit clap. Allez. On enchaîne, 2e partie, tu viens de dire le mot magique, le conseil. Alors, je dois quand même vous expliquer pour l'anecdote que moi, quand je suis arrivée à Paris, évidemment, dans ma formation, il y a des gens qui commençaient à dire « je vais faire du conseil », etc. Je ne savais pas ce que ça voulait dire, parce qu'à Segré, on m'en avait jamais parlé. Moi, je suis d'une famille de profs, donc le conseil, j'étais là, est-ce que les gens donnent des conseils? Est-ce qu'ils sont en mode conseil de sage? Bref, vraiment pour moi, je te jure, ça c'est vraiment longtemps resté une nébuleuse. Et je me dis peut-être que pour vous aussi c'est quelque chose qui questionne. Peut-être même que pour toi tu te demandes encore. Non, j'espère pas. Donc en fait, est-ce qu'on peut commencer par c'est quoi le conseil? Pour l'anecdote aussi, ça fait 3 ans que je travaille dans le conseil et à chaque fois mon père il me demande, vraiment à chaque fois, mais en fait tu fais quoi dans la vie? Je comprends pas ce que tu fais, c'est quoi un consultant? Tu veux devenir manager, ok, mais tu fais quoi en fait? C'est quoi ta journée type? Et je pense que c'est vraiment la question que tout le monde se pose aujourd'hui. Ils font quoi dans les cabinets de conseil? Et dans les cabinets de conseil, on a des compétences transverses, on a des retours d'expérience très larges qui viennent de plusieurs expériences professionnelles avec plein d'entreprises. Et l'objectif, c'est d'enrichir, d'accompagner nos clients, les entreprises, pour pouvoir répondre à des objectifs, à des attentes en matière de transition écologique ou d'amélioration du système bancaire ou plein d'autres questions comme le management, l'optimisation du management. Et en fait, on profite de ces retours d'expérience-là, des compétences très transverses pour pouvoir répondre à ces objectifs-là et à ces attentes-là. Ok. Donc si on prend par exemple la transition écologique et énergétique, je ne sais pas si c'est dans l'ordre du jour après, mais je peux en parler. Du coup, dans la transition énergétique, on accompagne des entreprises par exemple pour construire des modèles de financement alternatifs pour pouvoir accompagner ces entreprises-là dans leur transition. Parce que les entreprises, par exemple en France, ont été lancées depuis des années sur des modèles, sur des carburants basés sur tout ce qui est pétrole, sur tout ce qui est gaz, mais parce que dans le temps, on n'avait pas forcément d'autres alternatives. On ne parlait pas d'énergie renouvelable. Donc ça répondait quand même à une raison d'être de ces sources d'énergie. L'objectif aujourd'hui, avec l'urgence climatique, avec les enjeux sociaux et sociétaux, en fait, c'est d'accompagner ces entreprises-là, parce que ces entreprises-là, c'est pas du jour au lendemain qu'ils vont se transformer en entreprises avec 0 émission de carbone et entreprises 100% écologiques. Le rôle du cabinet de conseil ou d'un consultant, c'est de les accompagner pour cette transition-là, avec des compétences sur le financement de projets, sur le pilotage de grands projets, sur le benchmark, ce qu'on appelle un overview global sur ce qui se passe dans le monde, sur ces questions énergétiques-là, pour pouvoir enrichir leur stratégie et pour pouvoir les aider, du coup, à tirer profit de ces différents retours d'expérience pour avancer et répondre à leurs objectifs. Très concrètement, ma grand-mère aussi va regarder, donc elle va me poser la même question, mais en fait, il fait quoi? Donc on imagine une journée type ou un accompagnement de client type, ça consiste en quoi? Un accompagnement type d'un client se base déjà sur l'écoute. Dans une journée type, en fait, il y a toujours des ateliers avec nos clients pour comprendre est-ce que ce qu'on propose comme solution répond aux attentes de nos clients ou pas. On écoute le besoin du client, ses attentes, ses problématiques, on fait un audit, ce qu'on appelle un audit, c'est vraiment on comprend ce qui se passe, ce qui ne marche pas dans l'entreprise, ce qui ne marche pas sur un projet et on essaie de répondre du coup à
à ces problématiques-là avec des solutions concrètes. Donc la deuxième étape de ma journée type, c'est de réfléchir à des solutions concrètes pour répondre à ces enjeux-là. Les solutions concrètes, généralement, ne sont pas forcément très techniques, mais ils sont plutôt orientés organisation, pilotage, stratégie, ou bien utilisation des nouvelles technologies pour répondre à ces problématiques-là. Si on prend par exemple le monde de l'énergie, la transition énergétique, aujourd'hui, si on veut intégrer plus d'énergie renouvelable, il faut maîtriser un petit peu ce qu'on appelle l'offre et la demande, parce que les panneaux photovoltaïques ne produisent de l'électricité qu'entre midi et 2. Et en fait, il faut savoir piloter ça pour qu'on n'arrête pas l'électricité sur le réseau électrique entre 14h et 18h parce qu'il n'y a pas du soleil, par exemple. Et du coup, par exemple, nous, ce qu'on propose dans les cabinets de conseil, c'est d'intégrer plus de technologies, plus de nouvelles technologies numériques et digitales pour pouvoir piloter du coup, ces moyens de production renouvelables, pour pouvoir accompagner l'intégration des énergies renouvelables d'une manière un peu plus massive de ce qu'on a aujourd'hui. Donc quand on réfléchit, en fait, on réfléchit à ces solutions-là, on voit si les solutions qu'on propose sont adaptées ou pas au contexte d'une entreprise, parce qu'il n'y a pas une solution type en fait, à proposer à un client en particulier, parce que tu peux me dire, ok, tu as fait une journée type chez un client, en fait, tu peux vraiment dupliquer ça sur un autre client. Non, ça ne marche pas comme ça, parce qu'il y a des entreprises qui ont des enjeux très différents, et des entreprises qui ont un budget qui est plus élevé que d'autres, et nous, en fait, en tant que consultants, on s'adapte à toutes ces contraintes-là pour pouvoir proposer des solutions qui sont efficaces et qui sont adaptées du coup au contexte de l'entreprise et au contexte de notre client. Donc c'est ça ma journée type, écouter, challenger aussi, c'est-à-dire le client parfois il a besoin, c'est pour ça qu'on s'appelle consultant, c'est pour ça qu'il y a le mot conseil en fait, parce qu'on doit le conseiller aussi. Et le conseiller se base sur le challenge. Parfois il nous demande de faire ça. D'une manière un peu plus verticale. En fait, notre rôle de consultant, c'est de le challenger, de lui dire, en fait, non, on a vécu cette expérience-là avec un tel client, on a vécu cette expérience-là dans un tel pays. En fait, on vous propose de vraiment changer d'approche ou de méthodologie pour aller vers, du coup, une ligne différente, basée sur l'innovation, par exemple. Donc, c'est là où il y a le devoir du conseil, et c'est pour ça qu'on s'appelle des consultants, et on travaille dans des cabinets de conseil. Très bien, très clair, bravo. Et alors... ça paraît quand même très concret sur ce côté transition énergétique. Est-ce que tu as trouvé ton job de rêve là ? Comment tu peux nous dire ce que tu vis au quotidien en termes de boulot ? Est-ce que c'est concret ou pas ? Oui, c'est très concret parce que du coup, il y a des projets qui se lancent à travers les conseils qu'on donne à nos clients. Même, on est des pilotes de projets chez nos clients parfois quand on est consultant, souvent même. Donc on voit quand même l'avancement sur différents projets parce qu'on le pilote, on gère les crises, on gère les risques, on suit ces projets-là, donc c'est concret. Par contre, l'impact, il est un peu sur le moyen long terme. Il n'est pas forcément sur les très courts termes. Ça dépend des projets. Il y a plein de projets avec un impact sur le court terme. Quand on veut transformer l'organisation dans une entreprise, en fait, on crée plus de collaboration. Du coup, là, on voit bien, tu vois, que les salariés deviennent plus, contents de travailler dans cette entreprise-là, par exemple. Mais sur plein d'autres projets, l'impact, il est visible sur le moyen et le long terme. Et moi, ce que j'ai envie de voir plutôt, c'est l'impact aussi sur le court terme. Par contre, je me plais bien dans mon travail et j'ai la chance de travailler dans un cabinet de conseil où on nous laisse quand même avoir un engagement à côté, où on peut aussi s'engager pour la transition énergétique en interne. On a ce qu'on appelle le centre d'analyse climatique, on peut faire des études, on peut faire plein d'articles, plein d'initiatives en faveur de l'accélération de la transition écologique et énergétique en se basant sur nos compétences de consultants pour les mettre à profit du coup de cette transition-là. Donc je me plais bien. Est-ce que c'est mon métier de rêve ou pas ? Oui, j'aime bien le conseil, je pense que oui, c'est mon métier de rêve jusqu'aujourd'hui. Après, tout peut changer. Donc moi, je ne suis pas le genre de personne qui se dit « Ok, j'ai trouvé mon métier ou mon job de rêve, je vais m'arrêter là ». Non, j'aime bien en fait, me remettre en question tout le temps et voir comment ça évolue et peut-être évoluer dans mon cabinet, mais sur un autre job un peu plus challengeant peut-être. Ok. Voilà. Il y a un sujet qu'on aborde tout le temps, tu le sais, c'est le sujet de la rémunération. Oui. Comment est-ce que ce choix du conseil a pu peser dans le côté « je veux être bien rémunéré dans mon travail » ? C'est vrai que les cabinets de conseil aujourd'hui payent un peu plus que la moyenne des grandes entreprises ou des entreprises d'une façon générale. Pour moi, en fait, ça n'a pas pesé parce que dès le début, je voulais pas faire un autre job que le cabinet de conseil. Je voulais tester les cabinets de conseil. Donc, c'est vrai que du coup, j'étais un peu favorisé parce qu'il y a une rémunération qui est bien par rapport à d'autres entreprises. Mais je pense que d'une façon générale, malheureusement, oui, il y a plein de gens que je connais qui ne veulent pas faire du conseil, mais finalement, ils vont dans le conseil parce qu'ils seront mieux rémunérés. Je
trouve ça un peu dommage, mais ce n'est pas la fin, parce que dans les cabinets de conseil aussi, tu peux faire le job de ton rêve. Bien sûr. Dans les cabinets de conseil, il y a des secteurs différents. Il y a l'innovation, il y a tout ce qui est banque, finance, énergie, ressources humaines aussi. Il y a le secteur public, où on peut travailler pour le secteur public pour travailler sur l'optimisation des ressources dans les administrations de l'État. Donc, parfois, on se dit non, on ne va pas se plaire dans le conseil, mais en fait, quand on découvre un peu l'ambiance du travail, quand on découvre un petit peu le challenge dans lequel on est posé tous les jours, en fait, ça devient plaisant comme travail et ça devient peut-être le job de rêve d'une personne qui n'a pas forcément accepté au début. Mais du coup, pour revenir sur le sujet de rémunération, moi, dans mon cas personnel, c'est important quand on veut s'engager à côté de son travail, d'avoir du coup un salaire qui te permet de ne pas te soucier en fait des problématiques financières, parce qu'il faut être pragmatique. On ne peut pas vivre juste avec l'associatif, on ne peut pas forcément construire une vie familiale peut-être par la suite. Personnellement, je n'ai pas de famille, donc je ne me pose pas ces questions-là. Mais après, en fait, quand on se pose des questions sur le long terme, c'est important d'avoir une rémunération qui est stable, qui va te permettre de ne pas te soucier du coup des questions financières, pour pouvoir t'engager pleinement sur d'autres sujets si tu as envie de participer à la vie associative et publique ou politique même. On va enchaîner sur notre partie 3, qui est cette partie, qu'est-ce que tu fais au-delà de ton travail, quelles sont tes multiples casquettes pour pouvoir pousser ton engagement et ton envie d'avoir un impact dans le court terme, justement, plus loin que via uniquement ton travail. On clappe ? Parfait, on clappe. Moi, j'ai retenu 3 majeurs engagements en parallèle, donc partie civile, Civil Impact et les Nations Unies. Et est-ce qu'on peut commencer par les Nations Unies ? Comment on devient jeune conseiller climat aux Nations Unies ? Parfait. Alors, jeune conseiller climat à l'envoyé spécial à la jeunesse auprès des Nations Unies. Wow. Du coup, l'envoyé spécial à la jeunesse auprès des Nations Unies, c'est une entité qui accompagne la direction générale et le secrétariat général des Nations Unies sur les questions liées à la jeunesse. Depuis 2 ans, ils ont décidé de mettre en place ce qu'on appelle le Conseil des jeunes au sein de l'envoyé spécial, qui est constitué par 8 conseillers qui viennent de différents pays du monde pour travailler sur les questions qui touchent à la nouvelle génération. La question qui touche le plus aujourd'hui, c'est la question climatique, c'est la question écologique. Et en fait, ils ont construit ce qu'on appelle un pôle, le pôle climatique, et ils ont dit en fait, on va désigner un conseiller du coup à la jeunesse sur ces questions climatiques. Sauf qu'après, ils ont dit en fait, la question climatique est très liée à la question d'éducation, elle est très liée aussi à la question économique, elle est très liée à la question sociale. Du coup, on va construire un peu plus large, où on a un conseiller qui a des compétences un peu diverses, qui n'était pas forcément engagé avant, pour pouvoir travailler sur ces questions-là. Et du coup, ils ont ouvert des candidatures sur leur site à l'ONU pour ce qu'on appelle le Youth 2030. Le Youth 2030, c'est vraiment une initiative pour construire une nouvelle génération d'engagés sur plein de questions, des questions climatiques, éducation, violence contre les femmes, l'égalité femmes-hommes, les injustices sociales d'une façon générale. En fait, j'ai candidaté et j'étais appuyé par quelqu'un qui travaille du coup dans les Nations Unies. C'est important, c'est un problème aussi dans les grandes ONG, il faut toujours être appuyé par quelqu'un qui travaille en fait. C'est une cooptation. Mais finalement, tu passes un processus de plusieurs entretiens avec des directeurs, des administrateurs au sein des Nations Unies ou l'envoyé spécial à la jeunesse, où on te teste sur un peu l'anglais, sur ta capacité à réfléchir, sur ta capacité à prendre la parole en public. Et finalement, on désigne du coup des conseillers sur une durée de 3 ans, c'est un mandat de 3 ans. Tu as des objectifs très clairs sur ces 3 ans-là, des objectifs qui ne sont pas forcément trop bullshit, genre rapport, mais c'est plus du coup des actions très concrètes dans les pays qui ont besoin de cette transition énergétique et écologique, mais qui n'ont pas forcément les moyens. On parle surtout de l'Afrique, de l'Asie, de l'Amérique latine et du Sud. Et tu as aussi des objectifs en termes d'événements, de conférences et d'implications pour pouvoir inspirer les jeunes, pour qu'ils bougent, pour qu'ils du coup s'intègrent plus dans la vie publique et associative de leur pays, pour pouvoir avoir un impact positif sur la planète et d'une façon générale sur la société. Ça te prend beaucoup de temps ? Vu que j'ai plein d'initiatives et de projets à côté de mon travail, oui, ça me prend beaucoup de temps. Surtout l'organisation, en fait, réaliser ces différentes initiatives, ces différents projets, ça me prend beaucoup de temps. La partie ONU, oui, ça me prend plus de temps que les autres parce qu'il y a beaucoup de process à respecter au sein de l'administration. Tu es en interaction avec des personnes en fait, qui sont exigeants en termes de délai, en termes de budget aussi, parce qu'on a un budget du coup, à appliquer ou à mettre en œuvre sur des projets concrets. Et en fait, il faut le suivre de façon très précise. Et du coup, c'est ce qui prend le plus de temps. Mais c'est passionnant.
Et quand on fait un truc qu'on aime bien, surtout à côté de notre travail qu'on aime aussi bien, et ben en fait tu comptes pas ton temps et tu dis temps de sortir prendre une bière le soir, ben en fait je vais bosser sur ça parce que ça me plaît. Et tu vois vraiment ton impact en fait. Et c'est un impact concret avec des petits projets, tu vois, genre je tiens toujours des projets qu'on a fait au Gabon, qu'on a fait au Togo, qu'on a fait au Congo, où on voit bien les enfants en fait qui sont contents d'avoir l'électricité dans leurs écoles. Et ben en fait tu es content parce que tu as participé. Même si j'ai participé de Paris, mais quand même j'ai participé à ça. Et je pense que c'est important du coup d'être aussi dans toute cette satisfaction pour te pousser pour aller plus loin pour d'autres projets. Voilà. Quelles sont les autres casquettes? Du coup, les autres casquettes, c'est partie civile et civil impact. Sachant qu'entre-temps, en fait, après du coup, mon diplôme d'ingé, j'ai intégré le Conseil régional des jeunes Île-de-France. Ah, super. C'est une petite... tout le monde connaît, je pense, les conseils régionaux pour les jeunes. Les jeunes. C'est une bonne expérience parce que j'ai rencontré plein de jeunes qui viennent de backgrounds très très différents, de plein de territoires de l'Île-de-France. Sachant que je suis tunisien, je n'avais pas la nationalité française, mais quand même j'étais accepté dans ce conseil-là. Donc c'est ce qui m'a fait plus aimer aussi l'engagement du coup, dans la vie publique française, parce que je n'étais pas français, mais ils ont valorisé ma volonté de t'engager. De l'engagement. Donc j'ai fait ça pendant 2 ans, et en fait c'est ce qui a structuré plus du coup ma volonté d'engagement par la suite, mais je manquais un peu de moyens. Je manquais un peu de moyens sur la prise de parole en public. Je manquais aussi de la communauté qui me poussait, qui était censée me pousser pour m'engager et pour vraiment prendre le risque de lancer des projets. Aujourd'hui, tu as lancé Pépite Verte par exemple, parce que je sais pas si tu es bien entouré, si des gens t'ont encouragé. Le sang. Voilà. Et moi, je n'étais pas bien entouré, je pense. Mes amis n'étaient pas forcément intéressés par ces questions d'engagement. Et ben en fait, je cherchais une communauté qui m'accompagnait pour vraiment m'engager. Et du coup, j'ai trouvé ce qu'on appelle Civil Impact. C'est un incubateur de l'engagement, c'est une école de l'engagement, un incubateur politique qui offre une formation sur 8 semaines. Pendant 8 semaines, on apprend à prendre la parole en public, mais on apprend aussi à interagir avec une communauté de plein de gens. Soit ils sont déjà engagés, ils ont des projets en cours, soit ils veulent s'engager, mais ils n'ont pas forcément les moyens. Quand on parle des moyens, c'est comment parler, c'est comment structurer ton projet, c'est avoir le réseau, les networks pour aller plus loin sur ton engagement. Et j'ai intégré du coup Civil Impact. J'ai fait la promotion 3 de Civil Impact et les cofondateurs m'ont proposé après de prendre la présidence de l'incubateur pour pouvoir continuer le développement de Civil Impact. Donc l'objectif Civil Impact, c'est ça, c'est la formation politique, mais politique au sens large, c'est la vie de la cité, c'est vraiment la chose publique pour qu'on accompagne les différents citoyens, qu'ils soient jeunes ou pas, tous les citoyens, vraiment à s'engager en donnant tous les outils et les moyens nécessaires à l'engagement. Chaque promo a combien de participants? Une trentaine. D'accord. Une trentaine de participants. Et ça dure 8 semaines. Toutes les 8 semaines, 30 nouveaux? Du coup, on a 3 promos par an. 3 promos par an. Du coup, on a 8 semaines sur une formation où on a des intervenants, des anciens ministres qui viennent gratuitement. Ça, je suis là pour aussi les remercier, pour leur dire c'est grâce à toutes ces personnalités-là en fait, qui poussent vers l'engagement que le projet marche et que tous les projets d'engagement marchent dans notre émission aujourd'hui grâce du coup, à Matrice qui nous a fait les lieux. Donc c'est important d'avoir cet écosystème-là. Et chez Civil Impact, j'ai rencontré Antoine Jochins, que tu connais bien, je pense, qui est vice-président de Civil Impact. Et du coup, on avait la volonté de réinventer un peu l'engagement citoyen sur toute la chaîne, toute la chaîne de la vie politique et publique en France. Et du coup, on a beaucoup discuté et on a rencontré aussi Marine Reina, qui est participante à la promotion 4 des Civil Impact. Et on a réfléchi à la construction de ce qu'on appelle un think et do tank écologique, social et citoyen. Waouh! Est-ce que j'ai le droit de demander c'est quoi un think and do tank? T'as raison. Il s'appelle Parti Civil. C'est le parti de tous les citoyens pour pouvoir réfléchir, agir, think pour réfléchir, agir pour la partie do et surtout valoriser le potentiel citoyen parce qu'on pense et on est convaincu que tous les citoyens, ils ont des bonnes idées, tous les citoyens, ils ont des avis sur tout ce qui se passe dans notre vie publique et politique et ils ont juste besoin d'accompagnement, ils ont juste besoin de moyens aussi, ils ont juste besoin en fait de se voir entre eux aussi pour discuter, débattre, pour trouver des nouvelles idées. Et pourquoi on a réfléchi du coup au lancement de Parti Civil? Parce qu'on voit qu'aujourd'hui, les politiques publiques de notre pays sont élaborées et construites d'une façon très verticale entre un cercle d'élites qui ont fait l'ENA ou Sciences Po. Je ne suis pas là pour dénigrer du coup ceux qui ont fait Sciences Po ou l'ENA. Super, au contraire, on a besoin de ces gens-là, on a besoin de toutes les personnes qui ont vraiment des compétences techniques, des compétences
technologiques ou même politiques ou économiques ou autres, mais je pense que la construction des politiques publiques de notre pays doivent se transformer, doivent se réinventer en intégrant le citoyen sur toute la chaîne. On est convaincu et sûr que les citoyens ont tous des bonnes idées, sortir ces idées-là, les formaliser sous forme de recommandations, mais il faut que ces recommandations-là soient concrètes pour qu'on puisse les appliquer sur la partie do du think et du tank, sur des projets concrets avec des partenaires comme des associations ou des collectivités territoriales pour expérimenter des nouvelles choses, des nouveaux projets au niveau local. On doit accompagner aussi les citoyens pour qu'ils aillent porter toutes ces idées-là et faire ce qu'on appelle le lobbying citoyen. C'est-à-dire, aujourd'hui, le lobbying, il est vraiment bloqué sur des groupes d'intérêt un peu privés. Mais finalement, le citoyen, il n'arrive pas forcément à faire de l'influence, accéder à des élus pour faire pression avec ses convictions ou ses idées. Et l'objectif, c'est qu'on veut former ces citoyens-là pour qu'ils aillent porter leurs idées auprès des élus locaux, auprès des élus nationaux, que ce soit les députés ou les sénateurs, auprès des pouvoirs publics ou auprès aussi des entreprises ou même des organisations non gouvernementales qui agissent aujourd'hui et qui sont aussi des groupes d'influence. Moi, je ne sais pas si tu te rappelles, j'avais travaillé avec le Vox Tour, on avait été comme ça dans les territoires pour poser des questions aux citoyens juste avant les élections, les dernières élections présidentielles. Et la vraie problématique, c'est que là, ce think et do tank se constitue à Paris parce que c'est comme ça, les étudiants sont là. Alors évidemment, j'imagine que vous avez des représentants dans différentes régions, mais comment est-ce qu'on s'assure que ce genre de projet qui se monte à Paris diffuse dans les territoires? C'est quoi la technique? C'est aujourd'hui déjà pour dire ce n'est pas un projet qui fait que par les étudiants, c'est un projet des citoyens. Pour information, il y a Jean Josel qui est notre parrain et il y a Stéphanie Révoil, l'ancienne ambassadrice, qui est aussi notre marraine, et on a un panel d'advisors qui est très large. Et en fait, ces advisors-là aussi sont là pour nous accompagner sur la stratégie. Et notre stratégie est basée sur la priorité des territoires. C'est l'accès au territoire. Donc, on va faire un effort pour suivre que nos projets soient déjà appropriés par les gens du territoire. C'est pour ça que sur notre blog ou sur les études qu'on va élaborer, l'objectif, ce n'est pas d'avoir que des problématiques qui touchent aux Parisiens ou les Franciliens, mais c'est d'avoir des thématiques en fait, qui touchent à tous les territoires, aux préoccupations des citoyens qui viennent du coup des différentes régions françaises. Maintenant, du coup, on a un pôle qui s'appelle le pôle Affaires publiques qui travaille sur la stratégie d'influence et la stratégie de développement. Et la priorité, c'est d'aller trouver du coup ce qu'on appelle des partenaires dans les différentes régions qui vont nous accompagner surtout sur la partie doux, mais qui vont participer aussi, qui vont nous fournir du coup un réservoir citoyen pour nous enrichir en fait avec des citoyens qui viennent des différentes régions. Et en fait l'objectif c'est de trouver des partenaires, que ce soit des ONG, des associations ou même et surtout des collectivités territoriales avec les adjoints au maire qui sont du coup qui travaillent sur la question de la démocratie participative, l'implication citoyenne, la transition énergétique et écologique, la lutte contre les inégalités, pour pouvoir travailler avec eux et pour pouvoir du coup enrichir notre méthodologie avec plein de citoyens qui viennent de toutes les régions de France. Et ça, c'est notre objectif, du coup, et on tient à ça, et c'est notre grand challenge surtout. Bien sûr. Et on va vraiment suivre ça de près pour ne pas dérailler, pour ne pas dévier par rapport à la ligne qu'on veut porter, qui est inclusive. Tout à votre honneur, bravo. Merci. On arrive à la fin, c'est terrible, on pourrait parler toute la journée, et on arrive à la fin, et comme tu es dans le conseil, tu peux donner des conseils. J'avoue que j'avais préparé cette blague. Quel conseil tu donnes aux gens qui regardent les pépites vertes, qui sont là, qui sont perdus, qui savent pas quoi faire comme boulot? La pression là, tu me mets un peu la pression. Un peu. J'aime pas trop donner de leçons du coup, mais parce que c'est des expériences en fait personnelles, c'est des backgrounds très différents de différentes personnes. Mais mon conseil peut-être c'est de ne jamais lâcher, de continuer à se remettre en question tout le temps. Il ne faut jamais se dire, ok, j'ai mon projet, j'ai mon taf, j'ai mon job de rêve, et du coup, c'est bon. Du coup, là, je suis content, je peux avancer. Non, je pense pas. Parce que je pense qu'avec le temps, il y a des choses qui vont plus te plaire dans ton job, il y a des choses qui vont plus te plaire dans ton projet d'engagement. Il faut continuer toujours à se poser des questions. Et il faut surtout, ne jamais hésiter à demander aux autres. Il faut ne jamais hésiter à aller voir des personnes en fait, qui ont vécu des expériences d'engagement. Pour pouvoir vous orienter, pour pouvoir vous dire en fait quels sont les moyens, quelles sont les techniques, quelles sont les astuces pour pouvoir du coup tester de nouveaux jobs, peut-être tester des nouvelles expériences d'engagement. Ça c'est super important. On insiste toujours sur l'aspect de la communauté. C'est important de constituer une communauté qui va t'accompagner, qui va te donner plein de retours d'expérience, qui vont enrichir ton background et éviter en tout cas
éviter d'être dans une logique un peu trop normalisée, où on te dit il faut que tu fasses prépa ou école d'ingénieur ou Sciences Po ou école de commerce. Non, essayez de prendre votre avenir en main. C'est difficile, en tout cas à l'âge de 18 ans, de savoir ce qu'on veut faire par la suite. Ce n'est pas grave, même si on fait ces écoles-là, même si on ne fait pas d'école, rien n'est perdu. Je pense qu'on est dans un pays qui nous permet quand même, avec un minimum de moyens pour pouvoir réussir, pour pouvoir du coup faire des projets d'entrepreneuriat social, d'association, même de la politique, pourquoi pas. Il ne faut jamais lâcher, il faut continuer, il faut se baser sur la communauté et sur ceux qui nous entourent, parce que c'est ce qui nous fait réussir en tout cas. Merci, c'était super inspirant. Merci beaucoup d'être venu partager tout ça. Merci à vous de continuer à regarder, même encore au 3e épisode, vous me supportez avec mes blagues. Non, vraiment, c'est un grand plaisir. Continuez à m'écrire et à me proposer des profils de pépites, même si je vous avoue qu'il y a tellement de gens que j'aimerais faire venir parler ici. Mais c'est pas grave, envoyez-nous des lieux où vous voulez qu'on aille tourner. Oui, je voulais juste dire au sujet de me partager des lieux, n'hésitez pas à ne pas le faire en fait, parce que entre le moment de tournage de cette vidéo et le moment de montage et de diffusion de cette vidéo, il s'est écoulé une petite semaine pendant laquelle je sais pas si vous suivez trop les informations, et si c'est pas le cas, je suis désolée de vous l'apprendre, mais pendant lequel un confinement s'est instauré. Le confinement, quand on lance une chaîne YouTube d'interviews en physique, c'est pas très pratique. Mais ça va être l'occasion pour moi de pousser encore plus loin ma créativité et de réfléchir avec agilité, innovation, peut-être même disruption, et oui, j'ai dit disruption, un nouveau format. Un nouveau format qui permettrait de continuer à faire vivre ces pépites vertes et à les faire connaître et à faire rêver tous les jeunes qui aujourd'hui se demandent ce qu'ils pourraient avoir comme métier pour avoir un impact positif sur la planète. Ce nouveau format, je l'annoncerai dans une semaine et je peux vraiment pas en parler maintenant parce que c'est super secret. Ouais meuf, tu vas faire des bails sur Zoom. Je viens à l'instant de dire que c'était secret, donc c'est pas la peine de... On verra dans une semaine. D'ici là, cette vidéo existe. Si le conseil, si la transition énergétique, si la question de l'engagement associatif en parallèle de son job sont des choses qui peuvent vous intéresser ou même intéresser d'autres pépites vertes, alors s'il vous plaît, partagez cette vidéo, mettez un pouce vert, pouce bleu, pouce vert, et envoyez du love, faites-moi vos feedbacks. Continuez à vous poser des questions parce que votre orientation, votre carrière, votre job, vos stages, ils vont toujours avoir lieu, la situation elle est particulière, mais en sortant de ça, vous pourrez avoir cet impact sur la planète que vous voulez avoir. Ouah, ça fait vachement gourou. Vous avez compris. Prenez soin de vous et à très vite.